Amandine Le Breton, je suis directrice du Pacte du pouvoir de vivre et on organise aujourd'hui le 18e webinaire du Pacte, le dernier avant la pause estivale. Et aujourd'hui, on accueille Julien Beltoise, qui est responsable mobilité à la Fondation pour la Nature et l'Homme, la FNH, et qui vient nous parler de précarité mobilité, un sujet sur lequel le Pacte du pouvoir de vivre est évidemment, avec l'ensemble de ses partenaires également, mobilisé. Bonjour à tous. Merci. Donc merci en tout cas à Amandine et au Pacte de Pouvoir de Vivre de me permettre de présenter les travaux réalisés par la Fondation pour la Nature et l'Homme. Donc ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est le focus périurbain du baromètre des mobilités du quotidien. Pour vous faire un petit historique, la Fondation pour la Nature et l'Homme publie depuis plusieurs années un baromètre des mobilités du quotidien. Il y avait une première édition en 2020, suivie d'une deuxième édition de ce baromètre national qui avait été édité en 2022. Ce baromètre national, il avait en particulier justement mis en évidence l'existence d'une forme de précarité en matière de mobilité, tout comme il existe une précarité alimentaire ou une précarité énergétique. Et donc avait mesuré en 2022 que plus de 13 millions de personnes sont en situation de précarité en termes de mobilité, ce qui correspond à environ 27% de la population de plus de 18 ans. Donc, je reviendrai un peu plus tard sur ce concept de précarité pour vous expliquer plus en détail à quoi il correspond et qu'est-ce qu'on entend par là. Mais avant, je vais vous présenter pourquoi on a choisi justement de travailler sur les zones dites périurbaines, au-delà des différents baromètres nationaux qui avaient pu être réalisés. On a considéré d'une part que ces territoires étaient soumis à un certain nombre d'éléments qui venaient potentiellement les fragiliser. On parle des gilets jaunes, des zones à faible émission, par exemple. Et puis, les territoires périurbains sont aussi souvent considérés à la fois comme des oubliés des politiques publiques et comme des territoires assez dépendants à la voiture. Donc on a, pour faire notre étude, on s'est basé sur un panel de citoyens, via un sondage assez robuste auprès de 13 000 personnes, qui a été réalisé fin 2021, qui était finalement le sondage qui avait déjà été utilisé pour le baromètre national de 2022. Et donc pour considérer ce territoire périurbain, on a pris en fait le zonage de l'INSEE qui s'appelle le zonage en aire d'attraction des villes. Et donc, on a exclu à la fois les villes-centres parce que ce sont les centres des pôles urbains, et on a exclu les zones dites hors attraction des villes, donc on peut considérer comme les communes du rural. Et donc, ça nous donne un périurbain au sens assez large. Sur ce périurbain, on a eu environ 8000 répondants. Et sur ces 8000 répondants, on s'est aperçu qu'il y avait quand même une forte hétérogénéité des réponses. Et donc, on a sous-divisé en deux catégories. Et c'est ce qu'on va étudier, et c'est ce que je vais vous présenter le long de ma présentation, entre le périurbain dit dense, qui a ses propres problématiques, et un périurbain intermédiaire ou peu dense, qui a des problématiques différentes. Et donc, on les a séparés en termes de densité. Et pour faire plus simple, le périurbain dense correspond grosso modo aux villes qu'on pourrait qualifier de banlieue, quand le périurbain intermédiaire, peu dense ou très peu dense, correspond plutôt à des villes, des couronnes, voire même le début des zones rurales. Donc je regrette aujourd'hui qu'on ait ce petit bug qui ne me permette pas de vous mettre le diaporama, parce que je voulais vous présenter notre méthodologie sur le calcul de cette précarité en termes de mobilité. Donc, comme je vous l'ai dit, on l'avait déjà fait au niveau national, et on l'a fait maintenant pour le rural. La précarité, donc en matière de mobilité, en fait, c'est une agrégation d'un certain nombre de personnes qui sont touchées par un certain nombre de facteurs. Par exemple, on a regardé si des personnes avaient des budgets de carburant élevés et en même temps des revenus assez bas. Et dans ce cas, ils rentraient dans ce qu'on a appelé la précarité carburant, et donc qui est une des formes de la précarité mobilité.
on a aussi pu voir qu'un certain nombre de personnes avaient des budgets carburant élevés et n'avaient pas d'alternative à la voiture, donc sont fortement dépendants à la voiture. Donc cette dépendance à la voiture est aussi un des critères qui mènent à la précarité mobilité. Et puis, on a aussi considéré des situations où les personnes ne possèdent ni équipement individuel, c'est-à-dire ni voiture, ni vélo, ni abonnement à un service de transport collectif, que cela soit un bus, un car ou un train, un TER par exemple. En termes de chiffres, qu'est-ce que cela donne? Donc comme je vous l'avais dit, il y a 13 000, pardon, il y a 13 millions de personnes en situation de précarité mobilité au niveau national. Et donc dans le périurbain, on a calculé que parmi ces 13 millions, cela regroupe 7,6 millions de personnes, dont 2,3 dans le périurbain dense. Parce que je vous rappelle, donc on a séparé entre le périurbain dense et le périurbain intermédiaire et moins dense. Et donc 5,3 millions de personnes touchées par la précarité mobilité dans le périurbain intermédiaire et peu dense. Alors évidemment, donc ça, c'est des chiffres absolus. On les a calculés en chiffres relatifs par rapport à la population qui habitait dans ces territoires. Et donc, en termes relatifs, au niveau national, donc c'est 18% de la population qui est concernée par la précarité mobilité. Et on a pu constater que c'est beaucoup moins dans le périurbain dense, avec 12%. Et à l'inverse, plus la densité justement des zones périurbaines est faible, plus la précarité en termes de mobilité augmente, avec 21% des personnes qui sont en situation de précarité mobilité dans le périurbain moins dense. Je vous donne un autre chiffre, mais qu'on n'a pas cherché à analyser parce que ça dépassait notre cadre d'étude. Mais pour les communes hors attraction des villes, donc comme je le disais auparavant, qui sont plutôt en fait du rural, cela monte à 33% des personnes qui sont en situation de précarité mobilité. Donc on voit que plus on s'éloigne du pôle urbain, plus on s'éloigne oui, des villes-centres et plus il y a une densité faible, plus les personnes sont touchées par cette précarité mobilité. Donc, je voulais vous donner quelques chiffres sur ces deux territoires que sont à la fois, qu'on a donc nous considérés dans notre étude, en commençant par ce périurbain dit moins dense, pour essayer d'expliquer justement pourquoi on arrive à cette précarité mobilité et quelles sont les habitudes en termes de mobilité qui sont présentes sur ces territoires. Donc, sur ces territoires dits du périurbain moins dense, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y a 9 habitants sur 10 qui disposent d'une voiture. C'est plus qu'au niveau national où c'est 8 habitants sur 10. Et donc au-delà de ça, donc on voit que les habitants sont très motorisés, mais sont même des ménages qui sont souvent multimotorisés, avec un habitant sur deux qui possède 2 voitures ou plus. Et là aussi, c'est beaucoup plus en fait qu'au niveau national. Surtout, ce qui est assez marquant, c'est que les personnes considèrent donc utiliser la voiture comme mode principal pour 79% d'entre eux. Et quand on leur demande, mais donc quel est le mode principal que vous utilisez pour vous déplacer, pour les transports collectifs urbains, seuls 6% des personnes qui habitent dans ces territoires estiment utiliser donc les transports collectifs urbains au niveau quotidien. Donc on voit que c'est assez faible et c'est beaucoup plus faible qu'au niveau national où ça approche des 20%. Et on voit que c'est des chiffres encore plus bas lorsqu'on leur demande pour les transports collectifs régionaux ou pour le vélo, par exemple. On a aussi demandé à ces personnes si elles avaient le choix, si elles avaient la possibilité de choisir d'autres modes de transport. Et donc, elles sont toujours, comment dire, quel que soit, parce on a calculé, on a regardé ça par rapport au CSP et par rapport aux revenus. Et quels que soient les CSP ou les revenus, les personnes nous ont dit, donc là, rien d'incohérent, qu'elles avaient un choix assez faible finalement. Et donc, c'est entre 30 et 40% des personnes qui estiment avoir le choix d'une autre mobilité. Ce qui nous a assez marqué, c'est qu'il y a un fort différentiel entre ce que disent par exemple les cadres et les ouvriers, et on retrouve aussi ce différentiel selon le revenu. C'est-à-dire que les cadres ou les personnes à haut revenu pardon, estiment majoritairement qu'ils ont le choix.
quant aux ouvriers, souvent, estiment qu'ils ont beaucoup moins le choix. Donc je reviendrai sur cette question-là pour, l'étayer un peu plus tard. Vous dire aussi, qu'il y a un habitant sur 4 toujours de ce territoire du périurbain peu dense, qui déclare n'avoir aucun service de mobilité à proximité de chez lui. Et donc là aussi, on voit que c'est un chiffre assez impressionnant, d'autant plus que 61% de ces habitants déclarent même ne pas avoir accès à des transports collectifs près de chez eux. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'est assez clair, c'est que les personnes laissent leur voiture, enfin, utilisent majoritairement leur voiture, donc qui est prédominante dans ces territoires, tout simplement parce que l'offre de mobilité alternative, qu'elle soit collective ou en termes de transport collectif urbain ou en termes d'infrastructure vélo, n'est pas présente. La couverture territoriale dans ces territoires n'est pas suffisante ou alors le maillage ou la fréquence n'est pas adapté, mais ça on y reviendra aussi quand on parlera des freins et des renoncements à changer de mobilité. Donc ça, c'est ce qu'on a pu constater pour ces zones du périurbaine les moins denses. Et on a fait un tout autre constat pour le périurbain dit plus dense, donc le périurbain dense, où là, on a pu constater que la voiture reste le mode de transport principal, mais c'est déjà beaucoup moins que dans le périurbain peu dense. Et surtout, on a pu constater que lorsqu'on demande aux personnes, mais avez-vous accès à un service de mobilité à proximité, 97% des répondants ont dit oui, oui, j'ai accès à un service de mobilité à proximité. Donc on est quand même pas loin du 100%. Et par contre, lorsqu'on leur a demandé, mais est-ce que justement vous utilisez un de ces services de mobilité autre que la voiture comme mode de transport principal, eh ben, ils sont seulement 36% à avoir déclaré que oui, ils utilisent un mode alternatif à la voiture. Donc on voit là que la problématique elle est complètement différente. L'offre de transport en commun, potentiellement les infrastructures vélo, etc., sont présentes. Pour autant, ça ne permet pas, enfin, ça n'engage pas ces personnes à passer, à laisser la voiture au garage, on va dire, et donc à passer forcément sur ces modes-là. On a aussi donc redemandé, mais est-ce que vous avez le choix potentiellement d'utiliser autre chose que votre voiture? Et donc, même constat que dans le périurbain moins dense, les cadres sont beaucoup plus nombreux à dire oui, j'ai le choix de me passer de la voiture. Donc, c'était par exemple là 83%. Et quand on demande par exemple aux ouvriers, ils sont que 61% à dire oui, j'ai le choix de passer à un autre mode. Alors, comment on a expliqué ça? Il y a, il y a, je dirais, de multiples explications. Euh, la première, c'est que selon les CSP, les modes alternatifs au collectif peuvent être jugés plus chers. Donc on reviendra aussi sur cette question justement des coûts des différents transports, ou du moins de la représentation qu'on a des coûts de ces différents transports. Et puis, on a aussi pu constater que pour les cadres, euh, souvent, comment dire, ils sont souvent positionnés, leur résidence est souvent plus proche de lignes de transport structurantes, tout simplement parce que ils ont pu avoir accès à un foncier qui peut être plus cher, qui est près de ces lignes structurantes, quand des personnes avec des revenus plus bas vont plutôt devoir s'éloigner de ces lignes de transport structurantes, et donc ça va être aussi moins pratique pour eux de prendre ces transports. On a aussi constaté que des personnes, en particulier les cadres, travaillaient plus souvent justement dans les centres urbains. Et donc, au regard de notre transport, de nos réseaux de transport qui sont souvent en étoile, c'est plus simple d'aller du périurbain au centre que d'aller du périurbain à une autre commune périurbaine, même d'une même agglomération. Et puis on le voit, il y a tout un aspect aussi d'information et de pédagogie qui peut parfois être manquant. Et donc les personnes n'ont pas forcément le même accès à l'information. Et ça peut aussi expliquer ce différentiel selon les revenus et selon les CSP dans le choix de la mobilité. Donc, vous dire aussi euh, qu'on a interrogé les personnes pour essayer, d'une part, de voir est-ce ils avaient renoncé à des déplacements au regard justement de la difficulté potentielle de se déplacer. Et donc, on a remarqué qu'il y a un certain nombre de renoncements qui sont souvent dus, enfin, qui sont souvent le fait de CSP
je dirais, les plus vulnérables. Donc, par exemple, les demandeurs d'emploi qui ont déjà renoncé à un emploi par faute justement d'alternatives à la voiture ou de difficultés à se déplacer. Des employés qui disent avoir renoncé à un rendez-vous médical ou des étudiants qui disent avoir renoncé à faire une activité de sport ou de loisir. Donc, et dans des proportions assez importantes, c'est-à-dire parmi les demandeurs d'emploi qui disent avoir déjà renoncé à un emploi parce qu'ils n'avaient pas la solution de mobilité pour se déplacer, ça monte à 34% donc, de ces demandeurs d'emploi qui disent avoir cette difficulté. Donc ça, on a pu faire un certain nombre, voilà, d'interrogations sur les renoncements à se déplacer. On a aussi, pu demander aux personnes quels étaient les freins, c'est-à-dire qu'est-ce qui les amenait justement à garder leur voiture et à ne pas utiliser un mode, dit alternatif. Donc, pour cela, on a posé, la question aux personnes qui disent utiliser la voiture thermique comme, mode principal de mobilité. Et donc, on les a interrogés sur plusieurs autres modes, si je puis dire, qui comprend la voiture électrique, les transports en commun, le vélo, le covoiturage et l'autopartage. On leur a demandé, mais si vous deviez justement, est-ce que vous seriez prêt à passer à une autre forme de mobilité? Et donc, alors, sans surprise, vous me direz, euh, un certain nombre, et c'est le plus grand nombre, c'est entre 20 et 27% selon les territoires considérés, nous ont dit, oui, moi je serais prêt à passer à l'électrique. Alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, parce qu'on sait que passer en fait, d'une voiture thermique à une voiture électrique, finalement, il n'y a pas un changement important en termes de mobilité ou de comportement. Et pour autant, il y a plusieurs en fait, freins qui nous ont été évoqués, freins à ce passage à l'électrique, donc qui sont les freins qu'on entend de manière assez classique sur l'électrique, qui sont la problématique de la recharge, avec le nombre de points de recharge et de pouvoir y avoir accès, et celle du coût d'achat. Euh, et donc, on sait au niveau de la fondation, on a voulu justement regarder un peu plus précisément qu'est-ce qu'il en était en termes de coût entre les différents modes, parce qu'on voyait que c'était quelque chose aussi qui revenait souvent. Donc déjà, on a voulu regarder qu'est-ce qu'il en était entre justement citadine, enfin entre voiture électrique et voiture thermique. Et donc, on voit bien que, donc là, on s'est basé sur un certain nombre d'autres études aussi qui existent, qui soient d'ADEME, de Carbone 4 ou de France Stratégie, par exemple. Le coût à l'achat d'un véhicule électrique, et donc là, on a surtout regardé de petits véhicules type citadine. Le coût à l'achat d'un véhicule électrique, en effet, est beaucoup plus élevé, entre 8 000 et 16 000 euros selon les modèles. Donc, ce qui amène évidemment à une difficulté, je dirais, pour les ménages les plus modestes à accéder à ce type de mobilité. Pour autant, ce qu'on a pu aussi calculer, et qui est corroboré par un certain nombre d'autres études, c'est qu'après un certain nombre d'années d'utilisation, après environ 6 ans d'utilisation, si on prend en compte les coûts d'entretien, la facture énergétique, les aides perçues, la voiture électrique peut devenir, si on rapporte en coût annuel, peut devenir bénéfique. Donc je pense qu'il y a aussi comment dire, un vrai effort à faire sur la communication des différents coûts. On s'y est aussi attelé pour les transports en commun, parce que parmi les freins, justement, au report modal vers les transports en commun, un certain nombre de personnes nous ont répondu qu'en effet, un des freins pouvait être les coûts. Et donc là aussi, on s'est amusé donc, à comparer le coût annuel d'une voiture thermique qui est d'environ 4 800 euros par an à un abonnement annuel de transport en commun. Et évidemment, la différence est 10 à 15 fois supérieure pour l'utilisation d'une voiture particulière essence. Et donc, c'est vrai qu'on a, dans ce cas-là, du mal. Enfin, on voit qu'il y a en tout cas là aussi un vrai enjeu à pouvoir justement mieux faire connaître ces différences de coûts. Pour les transports en commun, néanmoins, c'était loin d'être le seul frein. On le sait, il y a un frein qui est assez criant, qui est celui de la chaîne de déplacement. C'est-à-dire que les personnes nous disent oui, mais je dois ensuite devoir aller chercher mes enfants, puis
aller faire des courses, etc., avant de rentrer chez moi ou aller à mon club de sport. Et donc, ça me demande en fait un nombre de trajets importants qui ne sont pas. Et à partir du moment où un de ces trajets n'est pas faisable en transport en commun, la personne donc évite enfin, va se reporter sur la voiture. On a aussi donc posé cette question des freins au passage au vélo. Pour le vélo, il y a eu en fait un ensemble de réponses très diverses qui sont intervenues, parmi lesquelles le manque justement de formation à la réparation au vélo, les infrastructures qui sont souvent considérées comme insuffisantes, et puis, comme pour les transports en commun, la question de la chaîne de déplacement, c'est-à-dire oui, mais à vélo, je dois emmener mes enfants, puis je dois aller faire les courses, etc. Et donc, mon vélo n'est pas adapté. Alors, on sait qu'il peut y avoir des solutions avec les vélos cargo, etc. Mais en tout cas, c'est ce que nous ont répondu les sondés. Et puis, enfin, sur le covoiturage et l'autopartage, ce sont les solutions qui ont rassemblé le moins, je dirais, euh, qui ont rassemblé le moins de personnes ont dit vouloir en tout cas passer à cette solution alternative pour plusieurs raisons qui pouvaient être justement la crainte du non-respect de la vie privée, mais aussi un calcul économique disant bah, pour des trajets du quotidien, finalement, les contraintes sont trop importantes par rapport à ce que je vais pouvoir en retirer en termes de bénéfices économiques. Donc, par rapport à l'ensemble de ces constats et l'ensemble de ces analyses, nous, ce qui nous a paru criant, c'est qu'il y avait véritablement un manque de solutions alternatives à la voiture dans les territoires, donc, comme vous l'avez vu, les moins denses, avec un certain nombre de freins. On s'est interrogé sur justement des solutions qui pourraient être mises en œuvre. Et donc, en termes de solutions, on a réalisé un certain nombre d'entretiens auprès d'experts, des chercheurs, des personnes issues du privé ou des personnes issues des collectivités territoriales. Et sans vouloir être exhaustif, on a essayé de mettre en œuvre de mettre en exergue un certain nombre de solutions possibles. Et donc, je vois qu'il me reste encore quelques minutes. Je vous fais part justement de certaines de ces solutions qu'on a pu, je dirais, creuser. La première, alors elle vous étonnera peut-être pas, mais en fait, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans ces solutions qu'on a creusées, parmi les facteurs qu'on a souhaité, c'est véritablement d'une part que ces solutions soient accessibles au plus grand nombre, et d'une part aussi que ça puisse être aussi un mélange de solutions qui puissent être mises en place à court terme et d'autres à plus long terme, mais aussi des solutions de court terme. Donc la première des solutions qu'on a explorées, c'est celle du système vélo, parce que bon, on le sait, cela permet de faire des trajets jusqu'à 10 voire 15 km via des VAE. Et on s'est attaché justement à la fois au coût annuel du vélo, et donc on a pareil, et c'est corroboré par un certain nombre d'études. On a vu que le coût annuel du vélo pour une personne, je parle d'un vélo classique, c'est environ une centaine d'euros par an. Donc, c'est quand même réparation, entretien compris, c'est quand même très faible. Et d'autant plus qu'on a aussi regardé quelles pouvaient être les externalités positives du vélo. Et il y a un cabinet de conseil qui s'appelle Vertigo, qui a révélé qu'un kilomètre réalisé à vélo génère un bénéfice pour la société de 50 centimes d'euros. Ça veut dire qu'en fait, chaque kilomètre en vélo, parce que justement, ça crée de l'emploi, ça permet d'améliorer la santé, etc. Donc ça a des effets bénéfiques. Et à l'inverse, la voiture coûte à la société, en particulier à cause de ses externalités négatives, pollution de l'air, accidents, etc. Et surtout, le vélo est quelque chose d'hyper bénéfique en termes d'efficacité énergétique, parce qu'autant dans une voiture, 90% de l'énergie sert à déplacer la voiture, autant dans un vélo, 90% de l'énergie sert à déplacer la personne qui utilise ce vélo. Donc, on voit que c'est quand même beaucoup plus cohérent. On a aussi, parmi les solutions qu'on a pu explorer lors de nos entretiens, on a pu parler en particulier du covoiturage, parce qu'on sait aujourd'hui que le covoiturage dans les trajets du quotidien, c'est une part assez faible
des trajets, avec environ 3%, 3-4% des trajets qui sont réalisés en covoiturage. Donc on le sait, il y a un certain nombre de freins qui sont comment dire, je l'ai un peu dit tout à l'heure, mais le fait de devoir partager son habitacle avec quelqu'un d'autre. Mais il y a aussi un des freins qui est le fait de ne pas véritablement savoir si oui, je vais avoir un covoitureur et est-ce que si je change de trajet, ça peut se passer, etc. Et donc, ce qu'on a souhaité explorer, c'est en particulier les lignes de covoiturage, dont on voit qu'elles se développent sur certains territoires. En particulier, vous devez connaître la ligne Lane entre Lyon Métropole et la communauté urbaine qui la jouxte. Et cette ligne de covoiturage, elle permet véritablement d'avoir des arrêts qui sont identifiés et donc finalement de fonctionner comme une ligne de transport type transport en commun et donc qui permet de rassurer, je dirais, un certain nombre d'utilisateurs sur le fait qu'à partir du moment où ils vont faire un trajet, alors que ce soit en tant que conducteur ou en tant que passager sur cette ligne, ils vont pouvoir avoir donc soit un passager, soit un conducteur, et ça leur est à peu près assuré. Et donc ça fait que, a priori, jusqu'ici, cette voie lane marche plutôt bien, et donc c'est quelque chose qui serait sûrement à développer. Je vois qu'il reste plus énormément de temps, donc je pense qu'on pourra revenir sur je dirais un peu plus en détail sur les solutions dans les questions-réponses, mais vous dire aussi quand même que parmi les autres solutions qu'on a pu regarder, il y a la question des trains légers et ultra légers qui sont aujourd'hui développés par la SNCF pour pouvoir rouler à la fois sur rail et sur route, et sont en fait des petits modules voilà, d'une cinquantaine de personnes. Il y a évidemment la solution du transport à la demande. Et puis, au-delà d'un certain nombre de solutions telles que celle-ci, il y a la question plus globale des investissements qui sont à réaliser pour le ferroviaire, pour les transports en commun, pour le vélo, pour créer un véritable choc d'offres, je dirais, et permettre de couvrir le plus possible au niveau territorial ces zones qui n'ont pas d'alternative à la voiture. Et donc là aussi, donc nous, ce qu'on a estimé, c'est que il y a un besoin d'environ 3 milliards par an là, sur le ferroviaire dans les prochaines années. Sur le vélo, c'est 3 milliards par an qu'il faudrait sur le quinquennat pour permettre d'avoir les infrastructures suffisantes. Et j'en finirai peut-être par là. On a aussi exploré la question de l'aménagement du territoire, qui est aujourd'hui nécessaire pour raccourcir les distances, pour recréer des centralités et des pôles urbains qui soient multifonctionnels et qui puissent rassembler à la fois les activités donc, d'emploi, donc résidentielles, mais aussi de loisirs, de commerce, et permettre donc de mieux se reporter en particulier vers les modes actifs. Donc ça, c'est plutôt en effet des solutions de long terme sur l'aménagement du territoire, mais on pense que c'est véritablement un levier. Et, euh, et donc, on pense aussi que l'État et à la fois les collectivités territoriales doivent faire en tout cas de l'ensemble de ces investissements une priorité pour à la fois permettre aux habitants qui sont touchés par cette précarité mobilité de pouvoir en sortir, de pouvoir avoir des alternatives à la voiture, et puis évidemment en termes écologiques, de pouvoir décarboner nos transports. Voilà, donc j'en finirai là. Je vois que le temps passe. Merci beaucoup, Julien. Et désolée, je n'ai pas trouvé cette solution. C'était vraiment ce 18e webinaire. Voilà, on a ce petit bug, donc j'en suis désolée. Mais évidemment, on vous enverra tous les éléments, le PowerPoint si vous le souhaitez, et puis tout ce qu'a raconté Julien et le rapport en particulier qui vient d'être publié par la FNH est disponible sur le site. Alors, il y a plusieurs questions d'ores et déjà, n'hésitez pas à continuer d'en poser. Un premier groupe de questions sur le vélo. Sur le coût du vélo d'une part, parce que le vélo cargo coûte très cher, mais aussi sur la dangerosité, et notamment en zone périurbaine, zone rurale, avec le fait que la circulation en vélo est très dangereuse. Et cet aménagement des voies, est-ce que tu peux nous en dire plus peut-être sur où on en est sur l'aménagement des voies cyclables et notamment hors zone urbaine, et finalement la marche qu'il faut encore franchir pour que ça soit accessible? Est-ce qu'on a une idée de Oui, ça? c'est vrai que c'est tout à fait vrai. On voit aujourd'hui qu'il y a, en particulier dans les zones urbaines, on voit que les infrastructures, elles se développent, elles existent.
et que à l'encontre de ça, dans les zones périurbaines voire rurales, la grosse difficulté est aussi en effet la question des infrastructures cyclables qui n'existent pas et donc de la sécurité. Alors, il y a un élément, je pense, assez important à avoir en tête, qui est celui globalement du financement de ces infrastructures, parce qu'autant sur les zones urbaines, on est sur des financements qui viennent en particulier des collectivités territoriales, qu'on soit en métropole, en communauté urbaine, etc. Et donc avec des leviers de financement assez forts qui ont permis de réaliser les investissements ces dernières années. On voit que la difficulté dans les zones périurbaines, les moins denses, donc dès qu'on sort justement des métropoles, des communautés urbaines, ou alors dans le rural, que ce soit pour mettre en place justement des infrastructures vélo ou que ce soit pour mettre en place des lignes de transport collectif, c'est la question des leviers de financement, tout simplement parce que dans ces zones-là, la compétence mobilité peut être de deux ordres. Soit c'est la région qui a la compétence mobilité. Dans ce cas-là, souvent, elle a une vision beaucoup plus supra et donc va entraîner de la mise en place de lignes structurantes pour la région et a plus de mal finalement à se focaliser sur les besoins qui sont plus localisés. Et certaines communautés de communes ont décidé de garder cette compétence. Et là, souvent, elles sont un peu bloquées en termes de financement parce qu'elles n'ont pas les recettes suffisantes. Parce que dans les grandes collectivités, c'est le versement mobilité qui permet, donc qui est issu des entreprises, qui permet d'avoir ces recettes. Et donc, les petites collectivités, les petites communautés de communes n'ont pas nécessairement ces recettes suffisantes. Et donc, ça crée une véritable disparité. Donc, ce qui entraînerait peut-être euh, un véritable axe de réflexion, ce serait de pouvoir créer peut-être des nouvelles recettes pour ces communautés de communes, ou alors de pouvoir partager les recettes issues des zones urbaines dans lesquelles il y a des entreprises qui sont plus nombreuses. Et puis, pour parler plus spécifiquement du vélo, le vélo en zone donc, périurbaine ou rurale, c'est principalement en fait le département qui en a la charge, mais les départements le voient souvent sous la forme du déplacement de loisirs. Donc, ça va être la vélo Odyssée, etc. Donc, la mise en place de grands itinéraires vélo de tourisme. Et il y a un peu une inconnue sur ces itinéraires vélo du quotidien dans les zones moins denses qui sont en fait assez peu considérés par les départements. Donc là, je pense aussi qu'il faut pousser pour dire il n'y a pas que le vélo de tourisme dans les zones moins denses, il y a aussi en fait le vélo du quotidien qui est important. Ok, merci beaucoup. Il y a une question d'Alain qui demande comment des citoyens à faible revenu peuvent-ils acheter un véhicule électrique alors que leur reste à vivre est très faible, voire inexistant. Et il y a une deuxième question à laquelle je raccroche celle-ci. Tu parlais de la ligne de covoiturage à Lyon. Donc la question, c'est quel type de population la fréquente? Et plus spécifiquement, et là c'est moi qui rajoute cette dimension, est-ce que, on va dire, les personnes parmi les plus pauvres ou les familles les plus démunies, etc., la fréquentent? Alors, sur les voitures électriques, donc, en effet, le coût est plutôt élevé et je suis d'accord pour les plus démunis. À l'heure d'aujourd'hui, d'ailleurs le coût annuel moyen d'un véhicule, alors qu'il soit thermique comme électrique, a en plus beaucoup augmenté ces dernières années, ce qui amène à des coûts assez prohibitifs. On voit aussi que c'est pour ça que le marché de l'occasion s'est beaucoup développé. Sur le véhicule électrique, aujourd'hui, les solutions, elles sont, je dirais aussi, sur le changement, sur tout ce qui est les bonus-malus qui peuvent exister aujourd'hui, à la fois justement sur le poids, sur le CO2, mais aussi pour permettre justement à l'électrique donc d'être plus avantageux. Nous, ce qu'on a pu voir par rapport à notre étude et aux autres études sur lesquelles on s'est penché, c'est ce que j'ai pu expliquer tout à l'heure, c'est qu'en effet, il y a un coût d'entrée qui est très fort, qui peut être donc qui va être rentabilisé au bout d'un certain nombre d'années, mais qui aujourd'hui, en effet, reste une barrière à l'entrée. Mais je pense que c'est quand même important de rappeler voilà, qu'au bout d'un certain nombre d'années, eh ben, finalement, on devient gagnant à avoir eu un électrique. Et après, c'est à l'État aussi de pouvoir mettre en place les outils nécessaires en termes de bonus-malus, peut-être aussi qui devraient être conditionnés aux revenus pour pouvoir justement permettre d'accéder plus facilement à l'électrique. Et je rajouterai une dernière dimension qui est celle, on s'est aussi penché dans l'étude sur les véhicules intermédiaires, c'est-à-dire les véhicules les plus légers qui sont
qui peuvent être des petites voiturettes, des quadricycles, etc., qui seraient des véhicules entre 800 et 1000 euros. Aujourd'hui, beaucoup d'études se penchent sur ces solutions qui permettraient en vérité d'avoir un véhicule type voiture du quotidien qui serait beaucoup plus accessible financièrement et qui serait, vu qu'il est beaucoup plus léger, beaucoup plus décarboné et donc et plus écologique. Sur la question de la lane et du covoiturage, du type de population qui utilise cette voie lane, je n'ai pas spécifiquement la réponse là avec moi. Ce que je peux dire, c'est que a priori, quel que soit, parce qu'évidemment, il y a ces voies de covoiturage, il y a aussi, vous le savez, via d'autres applications de covoiturage du quotidien, des possibilités de passer sans ces voies de covoiturage. Il y a une étude du CEREMA qui rappelle que globalement, en tout cas, aujourd'hui, les conducteurs sont, je dirais, économiquement quand même assez bénéficiaires et les prix pour les personnes qui sont passagères sont relativement faibles. Alors, il faut aussi nuancer ça par le fait qu'il y a beaucoup de ces lignes de covoiturage, de ces entreprises de covoiturage qui sont cofinancées justement par les collectivités territoriales. Donc, a priori, pour le moment, c'est plutôt pour amorcer. Et donc, à voir justement quand le modèle économique va être plus développé, est-ce que cela va engendrer une augmentation du prix et on n'espère pas, ou est-ce que ce modèle économique-là va pouvoir se maintenir et donc en maintenant des prix assez faibles pour les personnes passagères. Ok, merci. Il y a plusieurs questions, je vais en rassembler deux. Une première qui dit: vous n'avez pas évoqué la solution de la location de véhicules suivant les besoins ponctuels, ce qui éviterait d'accroître le parc automobile individuel et privé. Et une autre question de Vincent: pour le court terme, avez-vous identifié des optimisations possibles des transports existants? Je pense par exemple aux garanties de correspondance, en particulier lorsque les fréquences sont faibles, et de nouvelles garanties, par exemple en cas de défaillance du service, exemple accès au taxi selon certains critères. Et ensuite, je la mets tout de suite là parce que le temps passe. Il y a une question qui est plutôt une remarque sur l'importance de diminuer les besoins de mobilité en rapprochant lieu de vie, de travail, de service, et donc la question de l'aménagement du territoire de manière encore plus globale. Oui. Sur la location de véhicules et donc en fait l'autopartage, nous dans notre sondage, on n'a pas eu beaucoup d'éléments par rapport à ça. Néanmoins, évidemment, on le considère comme une solution qui aura évidemment sa place. On le sait, un véhicule individuel qu'on pourrait remplacer par de l'autopartage, enfin du coup un véhicule d'autopartage pourrait remplacer 7 à 8 véhicules individuels. Donc, voilà, c'est vraiment beaucoup, ce qui empêcherait d'autant plus d'avoir, comment dire, ça permettrait de diminuer le nombre de voitures en circulation, ça permettrait aussi de faire des gains en termes de CO2, parce qu'on sait qu'à partir du moment où les personnes ne sont plus propriétaires de leur véhicule, et ben de fait, étant donné qu'évidemment, aller prendre un véhicule en autopartage va demander un peu plus va demander du temps, etc., ils vont plus facilement justement se reporter sur des transports collectifs, sur le vélo, etc. Donc c'est une vraie solution. Sur l'aménagement du territoire, c'est vrai que donc on l'a aussi évoqué dans le rapport. On est complètement d'accord aussi sur cette question de la multifonctionnalité. C'est même un des éléments sûrement les plus déterminants dans les années à venir et en même temps un des éléments le plus complexe à mettre en œuvre. C'est à tous les niveaux parce que c'est à la fois, ça veut dire à la fois au niveau économique, pouvoir disperser l'activité économique quand aujourd'hui on a créé des pôles d'attractivité économique assez importants. Ça veut dire aussi en termes de planification territoriale, quand on crée par exemple un nouveau quartier résidentiel, eh ben, anticiper les transports avant de créer ce quartier résidentiel, et ce n'est pas forcément le cas aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et puis, c'est véritablement, en effet, pouvoir recréer ces centralités. Et donc ça, ça demande à ce que l'État, les collectivités territoriales puissent planifier et sortir finalement de cette logique de pôle qui étaient des pôles, c'est-à-dire qu'on avait un pôle résidentiel, un pôle économique, un pôle de commerce, etc. Donc c'est un peu des nouveaux préceptes dans l'analyse de l'aménagement du territoire. Il y avait une troisième question que tu m'avais posée, c'était à court terme. Ah oui, les transports avec les correspondances garanties.
Alors sur le covoiturage et sur la ligne Lane, justement, c'est un des éléments qui fait que cette ligne de covoiturage marche. C'est parce que l'entreprise qui propose ce service euh, rappelle que si au bout, alors je ne sais plus si c'est un quart d'heure peut-être, ou si au bout d'un quart d'heure la personne n'a pas trouvé de covoiturage, eh ben, un taxi va la prendre en charge. Et donc l'entreprise a ce fonctionnement et finalement dit, mais ça permet surtout de rassurer les personnes et on a assez peu de demandes en taxi et finalement les personnes viennent et arrivent à trouver leur moyen de transport comme cela et donc le modèle fonctionne ainsi, malgré justement le coût du taxi qui lui revient à l'entreprise. Merci beaucoup. Il y avait encore des questions notamment sur la santé, jusqu'à quel âge on peut prendre le vélo de manière quotidienne, etc. Mais on n'aura pas le temps. Je vais te transmettre, Julien, l'ensemble des questions qui ont été posées. Et voilà, c'est toujours de la matière Oui, à complètement. réflexion. Donc, merci à toi, Julien. Encore désolé pour le PowerPoint. Merci à toutes et tous d'avoir été présents ce matin. Si vous le souhaitez, je vous envoie le PowerPoint de Julien. Dans tous les cas, l'étude, l'ensemble des chiffres, les graphes sont disponibles sur le site de la Fondation pour la Nature et l'Homme dans l'espace Programme Mobilité, si je ne me trompe pas. Et là, de la même manière, n'hésitez pas à me poser des questions, je vous renverrai. Et dans tous les cas, à chaque fois qu'on publie donc, la vidéo et l'enregistrement du webinaire, on met l'ensemble des sources. Donc, les liens seront disponibles associés à cette vidéo pour que vous ayez l'accès le plus large à ce contenu. Voilà, merci à toutes et tous. Merci Julien. Et Merci puis, Amandine. je vous dis, voilà, rendez-vous à la rentrée pour la suite des webinaires du Pacte du pouvoir de vivre. Bonne journée, à bientôt.